Bonjour à tous. En tout cas, moi, je suis vraiment heureux de vous retrouver pour cette cinquième saison de webinaire Made by Nexialist. Et oui, nous avions commencé en fait ces moments de partage en 2020, en mars 2020. C'était en plein pendant le confinement. On avait démarré ça avec Corinne Delorme à l'époque, et on n'a jamais cessé cette activité. Bah, pour nous, c'est un vrai plaisir de vous retrouver autour d'une thématique d'actualité et toujours aussi un vrai plaisir de pouvoir prendre le pouls de vos interrogations, de vos questions, à travers notamment le moment d'échange que nous vous proposons après la présentation de Chloé. Nexialist a l'ambition de devenir le fournisseur incontournable d'informations réglementaires claires, simples et compréhensibles. Et cette ambition est motivée par la très riche actualité réglementaire aujourd'hui, notamment par la production très importante des groupes MDCG, notamment depuis 2018. Nous vous proposons aujourd'hui donc de faire le point sur les nouveautés en lien avec votre statut d'opérateur économique. Vous pouvez être fabricant, distributeur, importateur, mandataire. Quelles sont les nouveautés là qui sont parus dans les guides, dans des révisions de guides de MDCG en fin d'année 2023. Donc, c'est l'objectif de ce webinaire. Et pour ce faire, donc, moi, je suis ravi de laisser la parole à Chloé Dordain. Pour celles et ceux qui sont fidèles à nos webinaires, et je sais que vous êtes très nombreux, là, parmi la liste que j'ai eue sous les mains, vous êtes pas loin de 80, vous êtes inscrits. Euh, Vous êtes nombreux et donc vous connaissez la compétence et l'expertise de Chloé sur ces problématiques-là. Donc, ma chère Chloé, je vais te laisser la parole sans au préalable vous avoir demandé de bloquer, enfin, de mettre votre micro en off. Moi, je vais couper ma caméra. On va se retrouver d'ici 20-25 minutes pour les questions-réponses habituelles. Et puis, donc, je laisse la parole à... Il y aura un enregistrement et ça sera disponible aussi en replay sur notre chaîne Nexialist. Voilà, Chloé, je te laisse la parole, j'ai assez parlé et je coupe mon micro et ma caméra. À tout de suite, Chloé. Merci Florent. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous présenter aujourd'hui les nouvelles précisions concernant les opérateurs économiques. Vous le savez, la fin d'année 2023 a été très fructueuse. On a assisté à une avalanche de nouveaux guides et de révisions de guides du groupe de coordination en matière de dispositifs médicaux, donc le MDCG. Et aujourd'hui, je souhaite vous faire un petit focus sur deux révisions de guides qui concernent les opérateurs économiques. Donc, on a le guide MDCG 2021-27 sur les obligations des distributeurs et importateurs et le guide MDCG 2019-7 sur la personne chargée de veiller au respect de la réglementation dont doivent disposer le fabricant et le mandataire. Mais avant cela, je vous propose quelques rappels utiles pour appréhender la suite des slides, notamment les définitions des opérateurs économiques et les définitions de mise sur le marché, mise à disposition sur le marché et mise en service, que vous avez déjà dû entendre un certain nombre de fois, et qui correspondent à des activités réalisées par ces opérateurs économiques, qui sont des notions omniprésentes dans le règlement et notamment au niveau des dispositions transitoires. Donc, j'ai moi-même également coupé ma caméra pour la suite de ces slides. Donc, je vous propose qu'on revoie ensemble les définitions des quatre opérateurs économiques du règlement, c'est-à-dire le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur, qui sont définis à l'article 2 du règlement. Donc, commençons par le fabricant. Le fabricant, il est défini dans le règlement comme toute personne physique ou morale qui fabrique ou remet à neuf un dispositif, ou fait concevoir, fabriquer ou remettre à neuf un dispositif, et qui commercialise ce dispositif sous son nom ou sous sa marque. Ce qui est important de retenir dans la définition du fabricant, c'est que le fabricant n'est pas obligatoirement le manufacturier. Parce que la fabrication, la conception et la remise à neuf peuvent être sous-traitées. Si le fabricant est situé en dehors de l'Union européenne, il y aura forcément un mandataire et un importateur pour pouvoir mettre sur le marché le dispositif au sein de l'Union européenne. Donc le mandataire, c'est une personne physique ou morale établie dans l'Union, ayant reçu et accepté un mandat écrit d'un fabricant situé hors de l'Union, pour agir pour le compte de ce fabricant aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées liées aux obligations incombant à ce dernier. L'importateur, c'est une personne physique ou morale établie dans l'Union qui met un dispositif provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union. Et enfin, le distributeur, c'est une personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, on verra par la suite que ça a son importance, et qui met un dispositif à disposition sur le marché jusqu'au stade de sa mise en service.
Donc, les obligations de chacun de ces opérateurs économiques sont précisées dans le règlement aux articles 10, 11, 13 et 14. Les statuts peuvent être cumulables, on le verra par la suite, puisque c'est justement une des précisions apportées par une des révisions de guide MDCG. Mais avant cela, je souhaite attirer votre attention sur la terminologie employée dans les définitions, qui nous aidera justement à déterminer correctement notre statut d'opérateur économique. Cette terminologie, c'est mise sur le marché, mise à disposition sur le marché et mise en service. Donc, on va commencer par la mise sur le marché. La première chose à connaître avant même que l'on décrypte les différentes définitions, c'est l'existence d'un document appelé Guide bleu, qui est une source d'interprétation légale du droit européen, en particulier celui du règlement relatif aux dispositifs médicaux. Et dans ce texte, il y a plusieurs paragraphes sur la mise sur le marché, la mise à disposition sur le marché et la mise en service. Et donc, les différentes informations que vous trouverez dans les slides de ce webinaire, elles croisent à la fois les informations issues du règlement relatif aux dispositifs médicaux et celles du guide bleu. Donc, pour en revenir à notre mise sur le marché, la mise sur le marché, elle est définie dans le règlement comme la première mise à disposition d'un dispositif sur le marché de l'Union européenne. Cette opération est donc réservée aux fabricants ou à l'importateur. Et c'est le moment où le dispositif va entrer dans la chaîne de distribution en vue soit de sa distribution, soit directement de son utilisation, puisque le fabricant peut vendre directement son produit à l'utilisateur final sans passer par des distributeurs. Cette mise sur le marché, elle est concrétisée par un accord en vue du transfert de propriété du dispositif. Donc, il n'est pas obligatoire qu'il y ait cession physique du dispositif. En revanche, il est obligatoire qu'il y ait ce transfert de propriété. Et un point essentiel à retenir également, c'est que le concept de mise sur le marché s'applique à chaque produit individuellement et non à un type de produit. Donc, quand on parle de la mise sur le marché, on ne parle pas de la première fois que le premier lot d'une référence est mis sur le marché de l'Union. On parle de la première fois que le produit physique, celui qu'on peut tenir dans la main, est mis sur le marché de l'Union. La mise à disposition sur le marché, elle est définie par le règlement comme une opération réservée aux distributeurs. C'est le moment où le dispositif circule au sein de la chaîne de distribution, en vue soit de sa distribution, s'il y a toute une cascade de distributeurs, soit de son utilisation. Là aussi, ça suppose qu'il y ait un accord en vue d'un transfert de propriété du dispositif, soit vers un autre distributeur, soit vers l'utilisateur final. Accord qui, là aussi, n'exige pas nécessairement de cession physique du dispositif. Et tout comme pour la mise sur le marché, le concept de mise à disposition sur le marché s'applique à chaque produit individuellement et non à un type de produit. Et enfin, le dernier concept, c'est celui de la mise en service, qui est défini dans le règlement comme le stade auquel un dispositif est mis à la disposition de l'utilisateur final, étant prêt à être utilisé pour la première fois sur le marché de l'Union, conformément à sa destination. Donc la mise en service, elle est effective au moment où le dispositif médical est prêt pour sa première utilisation par l'utilisateur final, que ce soit le patient ou le professionnel de santé. Et donc, on peut voir ça sur un schéma qui suit le cycle de vie du produit. Donc, commençons par le cas de figure d'un fabricant qui serait situé dans l'Union européenne. Au terme de la phase de fabrication, le fabricant va mettre sur le marché le dispositif, c'est-à-dire qu'il va faire entrer le dispositif dans la chaîne de distribution, soit en vue de son utilisation, dans ce cas-là, il y a un transfert de propriété directement vers l'utilisateur final, soit en vue de sa distribution, et dans ce cas, il y a un transfert de propriété vers un distributeur. Ce distributeur, il va mettre le dispositif à disposition sur le marché, et donc le dispositif va circuler au sein de la chaîne de distribution, soit en vue de sa distribution à nouveau, dans le cas où il y a plusieurs distributeurs, distributeurs 1 et 2, soit de son utilisation, et donc il y a de nouveau un transfert de propriété. Enfin, la mise en service, c'est le stade auquel un dispositif est mis à la disposition de l'utilisateur final, étant prêt à être utilisé pour la première fois.
Et si maintenant on se place dans le cas d'un fabricant situé hors de l'Union européenne, représenté au sein de l'Union européenne par un mandataire, ce n'est pas le fabricant, mais bien l'importateur qui réalisera l'opération de mise sur le marché, qui correspond à la première mise à disposition sur le marché au sein de l'Union européenne. Et les autres étapes, on le voit, ce sont les mêmes que dans le cas précédent. L'importateur peut passer par un ou plusieurs distributeurs, ou bien il peut vendre directement à l'utilisateur final. Mais dans tous les cas, il y a un transfert de propriété. Je vous ai mis l'exemple d'un fabricant de pansements. Ce fabricant, il met sur le marché son dispositif lorsqu'il transfère la propriété de ce dispositif vers le grossiste répartiteur, qui est considéré comme un distributeur au sens du règlement. Ce grossiste répartiteur va vendre le dispositif aux différentes pharmacies qui sont également des distributeurs. Et donc, il y aura une première mise à disposition sur le marché. La deuxième mise à disposition sur le marché aura lieu lorsque le produit sera cédé à l'utilisateur final, donc en l'occurrence au patient. Et le stade ultime de cette mise à disposition sur le marché, c'est la mise en service, stade où le patient est prêt, l'utilisateur qui est donc le patient, est prêt à utiliser le dispositif pour la première fois. Voilà, donc ça, c'est un petit peu les prérequis à bien connaître pour pouvoir appréhender la suite des slides, donc les nouvelles précisions qui ont été apportées par les guides du MDCG. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet avec pour commencer les nouvelles précisions apportées par la révision du guide MDCG 2021-27 qui consiste en un document de questions-réponses au sujet des distributeurs et des importateurs. Tout d'abord, on a des nouvelles précisions qui ont été apportées concernant le cumul des rôles d'opérateurs économiques. Donc ça, c'est une question que beaucoup se posent. Et là, maintenant, c'est écrit noir sur blanc. Donc le premier élément, c'est que pour un même dispositif, il est possible d'agir à la fois comme mandataire et importateur. En effet, quand on repart des définitions du règlement, on se rend bien compte que rien n'empêche ce cumul de rôles, puisque les deux doivent être situés au sein de l'Union européenne et les deux sont des acteurs nécessaires pour la commercialisation d'un dispositif provenant d'un pays tiers à l'Union européenne. Donc là, pas de surprise. Deuxième élément qui va certainement un peu plus soulever le débat, c'est que pour un même dispositif, il n'est pas possible d'être à la fois considéré comme importateur et distributeur. Donc, on l'a vu en introduction de cette présentation, dans les définitions, on a vu que l'importateur met sur le marché, donc la première mise à disposition sur le marché de l'Union européenne, qui nécessite un transfert de propriété, alors que le distributeur met à disposition sur le marché, qui est toute fourniture ultérieure du dispositif et qui nécessite à nouveau un transfert de propriété. Par ailleurs, je ne sais pas si vous y avez prêté attention tout à l'heure, mais au sein même de la définition de distributeur, il est bien dit toute personne autre que le fabricant ou l'importateur. Donc, on ne peut pas être à la fois distributeur et importateur d'un même produit. En revanche, et ça, ce n'est pas le MDCG qui le dit, mais c'est plutôt Nexialist qui a analysé tout ça, pour des dispositifs distincts, on peut cumuler les rôles de distributeur et d'importateur. C'est-à-dire qu'une même personne physique ou morale peut être importateur d'un dispositif A et distributeur d'un dispositif B. Donc cette clarification qui a été apportée par le MDCG, elle tombe à point nommé, puisque nous, en tant que société de conseil, on constate régulièrement chez nos clients des abus de langage à propos des statuts, ou bien des difficultés à identifier son ou ses statuts d'opérateur économique. Et cela n'a pas été précisé par la révision de guide, puisqu'il s'agit d'un guide dédié aux importateurs et aux distributeurs. Mais on peut tout à fait faire le parallèle avec le cumul des rôles des fabricants et des distributeurs. Donc, on ne peut pas être à la fois fabricant et distributeur d'un même produit. En revanche, on peut être fabricant d'un produit A et distributeur d'un produit B. Voilà, donc connaître son statut, c'est vraiment primordial, puisque de ce statut, vous le savez, découlent des obligations différentes dans le règlement. Donc, il faut bien s'attarder sur les définitions et sur le cumul ou non possible des différents statuts.
Ensuite, on a de nouvelles précisions qui vont concerner les assembleurs de dispositifs, qu'on appelle en termes exacts personnes visées à l'article 22 ou producteurs de systèmes est nécessaire. Si cette personne assemble des dispositifs marqués CE individuellement provenant d'un État tiers à l'Union européenne, pour en faire un système ou nécessaire et le mettre sur le marché de l'Union européenne, elle sera également considérée comme l'importateur des dispositifs individuels qui composent le système ou nécessaire. Si cette personne, elle assemble des dispositifs marqués CE individuellement déjà mis sur le marché de l'Union européenne, pour en faire un système ou nécessaire et le mettre sur le marché de l'Union européenne, elle sera également considérée comme distributeur des dispositifs individuels qui composent le système ou nécessaire. Donc ça, c'est une précision qu'il est important d'avoir à l'esprit lorsqu'on assemble des dispositifs qui sont déjà marqués CE. En fonction de leur provenance, il y a un deuxième statut qui va nécessairement aller avec celui de personnes visées à l'article 22. Donc soit importateur dans le cas où les dispositifs ne proviennent pas de l'Union européenne, soit distributeur s'ils proviennent de l'Union européenne. Ensuite, on a de nouvelles précisions sur le statut de distributeur et d'importateur. Qui est considéré comme distributeur ou importateur potentiellement? Tout d'abord, une précision concernant les prestataires de services d'exécution des commandes, tels que définis par le règlement 2019-1020 relatif à la surveillance du marché. Donc, ces prestataires de services d'exécution de commandes sont définis comme personnes physiques ou morales qui proposent, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des produits concernés. Ces prestataires de services d'exécution de commandes, la nouvelle révision du guide MDCG nous précise qu'ils ne sont pas définis comme des opérateurs économiques au sens des règlements de DM ou DIV, sauf bien entendu s'ils exercent des activités qui répondent également aux définitions d'un importateur ou d'un distributeur. On a également les sociétés de leasing qui sont traitées. Ces sociétés de leasing, si elles se contentent d'offrir des services de crédit ou de financement en support des activités des fabricants ou d'autres opérateurs économiques, elles ne sont pas considérées comme distributeurs ou importateurs. Toutefois, elles peuvent être considérées comme des importateurs ou des distributeurs si elles réalisent des activités de mise sur le marché ou de mise à disposition sur le marché. Donc on en revient toujours à cette notion de transfert de propriété qui est précisée par le guide bleu. Enfin, la révision du guide 2021-27 apporte des précisions sur l'indication des informations concernant l'importateur sur l'étiquetage et les vérifications qui en découlent. Tout d'abord, il est précisé que pour s'assurer que les informations concernant l'importateur parviennent bien à l'utilisateur final, l'importateur doit fournir la documentation d'accompagnement avec le plus petit emballage possible, tel que déterminé par le fabricant. S'il existe un risque de compromettre la conformité du dispositif avec les exigences générales en matière de sécurité et de performance, l'importateur peut effectuer cette activité en coopération avec le fabricant. Et deuxième précision, si le dispositif est livré dans dans plusieurs boîtes en raison de sa taille ou de sa configuration, le document d'accompagnement peut être fourni une seule fois. Concernant le distributeur, lui, il doit contrôler physiquement l'indication de l'importateur sur le dispositif ou sur son conditionnement ou dans un document d'accompagnement. Il est quand même précisé que lorsque des contrôles physiques ne peuvent pas être raisonnablement effectués pour chaque dispositif, par exemple sans compromettre l'intégrité de l'emballage et de la boîte, la vérification doit se fonder sur des contrôles documentaires. Et enfin, une précision commune pour les deux acteurs, les importateurs et les distributeurs. Ils doivent pouvoir démontrer à l'autorité compétente que les vérifications appropriées ont bien été effectuées au travers de leur procédure interne et de leurs enregistrements, y compris quand ces activités sont sous-traitées. Voilà, donc on a fait le tour des nouvelles précisions
introduites par le guide 2021-27. On va maintenant passer aux nouvelles précisions introduites par le guide MDCG 2029-7, qui concernent la personne chargée de veiller au respect de la réglementation, dont doivent disposer le fabricant et le mandataire. La première partie des slides, elle va concerner la PRRC du fabricant. Donc, vous le savez, les fabricants doivent disposer au sein de leur organisation d'au moins une personne chargée de veiller au respect de la réglementation, possédant l'expertise requise dans le domaine des dispositifs médicaux. Cette expertise, elle est attestée par l'une des qualifications suivantes, soit un diplôme de droit, médecine, pharmacie, ingénierie ou autre discipline scientifique reconnue et au moins un an d'expérience dans les affaires réglementaires ou dans les systèmes de management de la qualité dans le domaine des dispositifs médicaux ou des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, soit d'au moins 4 ans d'expérience dans les affaires réglementaires ou les systèmes de management de la qualité dans le domaine des dispositifs médicaux ou des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Et donc, la précision qui a été apportée par la révision de décembre du guide MDCG 2019-7, c'est que l'expérience professionnelle dans les affaires réglementaires ou dans les systèmes de management de la qualité dont doit disposer la PRRC doit être substantielle et récente. C'est-à-dire qu'elle doit permettre à la personne de réaliser efficacement les tâches qui lui incombent. Donc, ça paraît être plutôt du bon sens, mais désormais, c'est marqué noir sur blanc. On se rappelle également que les micro et petites entreprises, dont vous avez les critères de définition sur la slide à droite, ne sont pas tenues de disposer au sein de leur organisation d'une personne chargée de veiller au respect de la réglementation. Donc, l'externalisation est possible, mais la PRRC doit être, je cite, en permanence et sans interruption à la disposition du fabricant. Eh bien, la notion de en permanence et sans interruption à disposition a été précisée par la révision du guide MDCG. On nous dit que la PRRC doit être disponible pour exécuter ses tâches opérationnelles et réagir en temps utile, sans que cela n'implique nécessairement une disponibilité 24 heures sur 24. Donc, c'est plutôt rassurant. La révision du guide 2019-7 ajoute également des précisions sur des cas particuliers. Il est tout d'abord précisé que l'obligation de disposer d'une PRRC concerne les personnes physiques ou morales qui s'acquittent des obligations incombant aux fabricants. C'est le cas donc, notamment du distributeur qui apporte des modifications à un dispositif déjà mis sur le marché, conformément à l'article 16, paragraphe 1. De la personne physique ou morale qui retraite un dispositif à usage unique, conformément à l'article 17, ou encore du producteur de système ou nécessaire, conformément à l'article 22.4. On a également toute une sous-section relative aux dispositifs médicaux sur mesure qui a été ajoutée par cette révision de guide, qui précise que les fabricants de dispositifs médicaux sur mesure doivent nommer une PRRC ayant une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans le domaine de la fabrication des DM sur mesure. Et il est recommandé que cette expérience soit en rapport avec la classe du dispositif sur mesure, en particulier dans le cas des dispositifs implantables. La révision du guide, elle précise également un certain nombre d'éléments concernant les rôles et responsabilités de la PRRC. Tout d'abord, il est précisé que quelle que soit la traduction du terme PRRC dans les différentes langues officielles des États membres, la PRRC reste responsable des activités énumérées à l'article 15.3 du règlement. Autre précision qui peut sembler tomber sous le sens également, c'est que le fabricant doit impliquer la PRRC dans les procédures qu'il juge pertinentes et lui permettre de recevoir toutes les informations nécessaires, donc par exemple toute non-conformité identifiée, afin que la PRRC puisse effectuer les vérifications nécessaires. Dans l'autre sens, la PRRC doit quant à elle informer le fabricant
lorsqu'elle n'est pas en mesure de remplir ses obligations. Concernant le fait que la PRRC ne subit aucun désavantage en relation avec la bonne exécution de ses tâches, il est précisé que cela inclut par exemple le licenciement ou le fait d'être sanctionné pour avoir accompli sa tâche consciencieusement. Et enfin, on a une nouvelle section qui a été ajoutée dans le guide concernant l'enregistrement de la PRRC dans EUDAMED. On savait déjà que le fabricant et le mandataire doivent enregistrer les coordonnées de cette PRRC dans EUDAMED lorsqu'ils enregistrent leur statut d'opérateur économique. Et désormais, on sait qu'ils doivent également mettre à jour les informations en cas de changement, par exemple en cas de changement de coordonnées de la PRRC, ou encore en cas de résiliation du contrat avec la PRRC et nomination d'une nouvelle PRRC, et ce, dans un délai d'une semaine. Donc on en a fini avec la PRRC du fabricant. On va passer maintenant à la PRRC du mandataire, puisque oui, le mandataire a lui aussi l'obligation de disposer d'au moins une personne chargée de veiller au respect de la réglementation. Donc la révision du MDCG, elle apporte des ajouts similaires à ceux effectués pour la PRRC du fabricant. Donc on a une section sur la clarification de la qualification de la PRRC, une précision sur la notion de en permanence et sans interruption à disposition, une section relative au DM sur mesure. Et en fait, le contenu de ces trois ajouts est strictement similaire à celui de la PRRC du fabricant. Et on a également deux précisions nouvelles qui ont été apportées par la révision du guide. La première, qui n'est pas une surprise, c'est que la PRRC du mandataire doit être localisée au sein de l'UE pour remplir ses responsabilités. Et la deuxième, concernant le fait que la PRRC du fabricant située hors UE et la PRRC du mandataire ne peuvent pas être la même personne, il est précisé que cela est valable même dans le cas où le fabricant hors UE et son mandataire font partie de la même grande entreprise, donc dans le cadre de filiales. Pour conclure, les révisions des guides existants sont tout aussi enrichissantes que les nouveaux guides, donc prenez-les en considération car bien souvent, il ne s'agit pas de révision éditoriale ou de révision mineure. On peut presque considérer ça comme un nouveau guide. On a vu que des précisions utiles ont été apportées, même si elles semblent parfois tomber sous le sens. On s'est tous raisonnablement posé des questions sur ces sujets-là. Pour certaines d'entre elles, elles auraient pu être élucidées sans l'aide d'un tel guide, enfin sans l'aide d'une telle révision de guide, juste en se penchant en détail sur les définitions qui sont présentes dans le règlement, qui apportent déjà de nombreux éléments. Je pense notamment à la partie sur le cumul des rôles des opérateurs économiques. Et enfin, je finirai sur la nécessité de réaliser une veille réglementaire assidue pour être toujours au fait des nouvelles précisions. Donc, sachez que nous, chez Nexalis, nous proposons une solution de veille réglementaire et normative, Nexinform. Et nous sommes très actifs sur LinkedIn, parce que nous postons chaque semaine une actualité réglementaire. Donc, n'hésitez pas à nous suivre également sur ce canal. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Chloé. C'était encore une fois toujours passionnant de t'écouter. Donc, je vais être obligé de vous laisser. On arrive au bout de ce premier webinaire de la saison numéro 5. Le prochain aura lieu, tenez, enfin, vous pouvez peut-être le noter déjà, ça sera le 19 mars. Ça sera aussi ouvert à tout le monde. Ça sera à 14 heures et ça sera sur le rôle de l'intelligence réglementaire et son rôle dans l'écosystème du dispositif médical. On est dans un monde de plus en plus complexe, de plus en plus volatile, incertain, ambigu. Comment aujourd'hui comment on va pouvoir identifier son état de l'art et comment on le maintient à jour durant ce temps-là. Donc, on a mis en place une méthode, nous, chez Nexalis, qu'on a envie de vous présenter. Donc ça sera ouvert à tout le monde. Ça sera donc le 19 mars. Ça sera Astrid Dedou et Vincent Casteras, pardon, qui feront cette animation-là.
Et puis, ben, je vous conseille, comme l'a dit Chloé, de nous suivre sur LinkedIn. Il y a toujours beaucoup d'informations chaque semaine sur l'actualité réglementaire. Et je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée. C'était un plaisir parce que vous étiez super réactifs. Donc c'était bien, il y a eu des échanges très sympas. Merci à